Avant de poursuivre, petite remarque maintenant que nous commençons à trouver notre rythme de croisière. Il me paraît évident que 1 heure d'enregistrement n'équivaut absolument pas à 1 heure de cours. Ça équivaut à beaucoup plus. Je pense qu'on doit tourner aux alentours d'1 heure et demie, voire 2 heures, hein. Quand on parle à un slideshow, on est beaucoup plus direct que quand on parle à une assemblée de 200 personnes. Déjà, on n'est pas amené à répondre aux questions, il n'y a pas d'interactivité. Donc ça va beaucoup plus vite. De plus, certains documents qui sont annexés font l'objet de commentaires beaucoup plus succincts que ceux dont ils feraient l'objet en présentiel. Alors ça aussi, il faut en tenir compte dans je dirais, le minutage du cours. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas vous retrouver avec 45 heures de vidéo, mais beaucoup moins. Hein. Moi, mon repère, c'est l'avancement dans la matière, et il me semble qu'à l'heure actuelle, on avance bien. Donc, ne vous inquiétez pas, je gère cela, et voilà, n'imaginez pas que on doit arriver à 40 heures de vidéo, en quel cas il manque encore beaucoup de vidéos. Mais on avance bien dans la matière, on est au slide 114 pendant les vacances, donc c'est une bonne moyenne. Je tenais à vous rassurer par rapport à ça. Poursuivons notre étude des catégories de revenus professionnels avec la dernière que nous voyons ensemble, les bénéfices des entreprises, dont on a déjà dit un mot au travers d'une comparaison avec les profits des titulaires de professions libérales. Ici, on s'attaque à la notion de bénéfice des entreprises. Alors, 2 remarques introductives. Donc ici, on est à l'IPP, revenu professionnel, bénéfice d'entreprise. Mais ce que nous allons voir est les dispositions de l'IPP applicables aux bénéfices des entreprises, on les retrouve en matière d'impôt des sociétés. Donc, les bénéfices des entreprises à l'impôt des personnes physiques et les bénéfices des sociétés à l'impôt des sociétés, je dirais, partagent un socle de contenu commun. Il y a des particularités à l'ISOC qu'on verra plus tard, mais les dispositions de l'IPP, elles s'appliquent également à l'ISOC. On en redira un mot plus tard. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, pensée comptabilité. Vous verrez, quand on verra le détail de la notion de bénéfice, on peut comprendre chacune des composantes de la notion de bénéfice au sens fiscal en se basant sur une approche comptable. Et c'est bien normal, parce que quel est le point de départ de la détermination de la base en matière de bénéfice des entreprises? C'est la comptabilité. Si vous enregistrez un bénéfice dans votre comptabilité, eh bien, normalement, ce bénéfice doit se retrouver également au niveau fiscal comme un bénéfice taxable. Donc, la comptabilité, c'est le point de départ de la détermination du bénéfice fiscal. Le droit fiscal donc, se base sur la comptabilité, mais il ajoute quelques subtilités, quelques règles dérogatoires qu'on va étudier ici. Mais voilà, le point de départ, c'est de la comptabilité et les concepts que nous allons voir, vous pouvez les appréhender, les comprendre sur base de vos réflexes comptables, qu'on ne manquera pas de rappeler. La notion de bénéfice, elle est visée à l'article 24 et il y a toute une série de composantes qui sont définies. Première composante, les bénéfices proviennent de toutes les opérations traitées par les établissements des entreprises ou à l'intermédiaire de ceux-ci. Opérations au sens comptable. Le bénéfice
taxable, c'est le bénéfice comptable, c'est le résultat de votre compte de résultat. Et la base imposable, ainsi qu'on l'a déjà vu, se définit à partir des créances. Les recettes sont sans importance. Alors c'est une grande différence par rapport au profit des professions libérales et ça s'explique comptablement. Comptablement, quand vous enregistrez une créance dans votre compta, vous enregistrez un mouvement positif à votre compte de résultat, donc vos bénéfices taxables augmentent. Voilà pour cette première composante. Deuxième composante des bénéfices, tout accroissement de la valeur des éléments d'actifs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Donc, ça vise les plus-values qui sont enregistrées dans votre comptabilité. On fera une étude plus détaillée de ce poste plus-value un petit peu plus tard, mais donc plus-value, mouvement positif de votre compte de résultat, pas toujours, mais donc variation à la hausse de vos bénéfices. S'il y a une moins-value sur des éléments de passifs qui résultent de l'activité, là encore, vous allez dégager un bénéfice dans votre compte de résultat. Si vous avez une dette qui est libellée dans une devise étrangère, qui a une dévaluation de cette monnaie et que dès lors vous êtes amené à revoir à la baisse le montant de votre dette, comptablement, votre dette diminue et vous enregistrez un mouvement positif dans votre compte de résultat vu que vous avez moins de dettes. Et dès lors, vous retrouvez ça dans vos bénéfices taxables. Troisième composante des bénéfices, les plus-values sur des immobilisations financières et autres titres en portefeuille affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Je le cite à ce stade, je renvoie à ce que je dirai plus tard à ce sujet quand on étudiera les plus-values. Quatrième poste, font partie des bénéfices d'entreprise les sous-estimations d'éléments d'actifs ou des surestimations d'éléments du passif. Alors, ces composantes surviennent à la suite d'un contrôle. L'administration vient disséquer la comptabilité du contribuable et tombe sur ces sous-estimations d'éléments d'actifs ou surestimation d'éléments de passifs dans les circonstances que je vais vous expliquer. Et donc c'est là que des bénéfices sont rajoutés aux bénéfices de l'entreprise. Alors, exemple de sous-estimation d'éléments d'actifs, un stock non repris à l'inventaire. Imaginez donc un contrôle fiscal, il y a des stocks qui figurent dans la comptabilité, une valorisation de ceux-ci. Le fonctionnaire demande à vérifier la substance physique de l'inventaire en question. Il le fait et il voit qu'il y a un stock dans un coin de l'entrepôt qui n'apparaît absolument pas dans la comptabilité. Donc, c'est un actif qui n'est pas repris dans la comptabilité. Si ceci est décelé, eh bien, ça conduira à rajouter un bénéfice dans le chef de l'entreprise, un bénéfice qui correspond à la valeur de l'actif qui n'est pas repris dans la comptabilité. Hein, donc, l'actif est sous-évalué. Alors, ici, je dirais la correction qui va se faire, on ne se situe pas sur le plan comptable. Hein, ce n'est pas un réviseur d'entreprise qui vient sur place en disant « Ok, votre stock, il faut le corriger comptablement ». Non, la compta, elle est ce qu'elle est. Ici, c'est le fisc qui vient contrôler que les documents comptables reflètent bien les bénéfices de l'entreprise et il constate que alors, la résultante de sa constatation, c'est le rajout d'un bénéfice. Mais dans la comptabilité, vous n'allez pas avoir une opération liée à cette découverte. Alors, et derrière aussi le stock non repris à l'inventaire, ben vous avez l'idée que s'il y a un stock qui n'est pas repris à l'inventaire, ça veut dire que l'entreprise peut vendre ce stock
sans déclarer les produits, sans déclarer les revenus liés à la vente de ce stock, et dès lors de faire des ventes en black. S'il y a un stock qui est non déclaré, c'est à ça que ça sert, et c'est bien entendu de la fraude. Et donc, si c'est décelé à l'occasion d'un contrôle, eh bien, on peut rajouter la valeur du stock non repris à l'inventaire en bénéfice taxable. Première sous-hypothèse, visée au point 4 de l'article 24. Alors, vous avez aussi les surestimations d'éléments de passifs. Imaginez une dette comptabilisée dans le chef d'une entreprise et le contrôleur fiscal demande à l'entreprise de justifier c'est quoi l'existence, l'origine de cette dette. Eh bien, parfois, les entreprises ne sont pas en mesure de répondre à cette question. Oui, ça a été comptabilisé pour des raisons historiques, mais voilà, on ne sait plus d'où ça vient. Ou on a comptabilisé une dette vis-à-vis d'un des gérants de l'entreprise, mais on n'est pas en mesure de justifier par des documents probants que une somme d'argent a effectivement été prêtée par cette personne. Il en résulte donc une surestimation d'un élément passif, donc une dette qui est surévaluée. Et alors ça a pour effet de plomber le résultat d'une entreprise, de plomber ses bénéfices taxables. Alors si c'est découvert par l'administration, eh bien, on peut rajouter un bénéfice taxable dans le chef de l'entreprise. Voilà pour ces deux hypothèses. L'hypothèse des amortissements que vous avez à titre d'exemple, on verra un petit peu plus loin. Retenez à ce stade les 4 composantes. L'article 25 prévoit une série de précisions sur la notion de bénéfice, figurant à l'article 24, et rattache à cette notion de bénéfice des éléments qui n'apparaissent pas comme tels dans la comptabilité, qui n'ont pas le caractère de bénéfice au sens courant. Ainsi, les bénéfices comprennent également la rémunération que l'entrepreneur s'attribue pour son travail personnel. Prenons un exemple. Imaginez votre boucher du coin qui exerce son activité professionnelle en personne physique. Il engrange des bénéfices de 1000 et avec ces 1000, il prend 500 qu'il s'attribue à titre de rémunération. Le bénéfice taxable de ce boucher, ça va être combien? Je vous invite à un petit peu réfléchir. Ça va être 1000. Hein, les 500 que le boucher s'attribue au titre de rémunération, ce n'est pas une dépense déductible pour le boucher, hein, c'est une seule et même personne, c'est juste l'utilisation qu'il fait de ses bénéfices. Mais son bénéfice, c'est 1000. Deuxième hypothèse, l'avantage de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Reprenons l'exemple du boucher. Imaginez qu'un boucher prélève sur son stock un agneau pour le cuisiner lors des lors des festivités de Pâques. Alors la valeur de l'agneau, on la retrouve dans les bénéfices parce que c'est un ATN que l'entrepreneur s'attribue. L'idée derrière cela, c'est que l'agneau prélevé sur le stock qui a été acheté par l'entrepreneur, donc si c'est du stock, il est censé pouvoir déduire la valeur du stock de ses achats, mais s'il prélève ses achats pour les consommer de manière personnelle et ne pas pour les vendre, alors c'est plus déductible et la valeur de l'agneau en question se retrouve dans
dans la comptabilité et dans les bénéfices taxables de celui-ci. Voilà pour une hypothèse un petit peu théorique, ce n'est pas le point le plus important. Mais voilà, raisonner par analogie par rapport aux ATN des salariés et dirigeants d'entreprise. Profit des spéculations de l'entrepreneur, on ne voit pas, ce n'est pas très important. Quatrièmement, les sommes affectées au remboursement total ou partiel des capitaux empruntés, à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments d'actifs. Raisonner en matière comptable. Donc on a vu que le bénéfice, c'est le résultat du compte de résultat, c'est le point de départ. En comptabilité, si vous remboursez une dette, est-ce que votre compte de résultat est affecté? Non, hein, ce n'est pas une charge comptable de rembourser une dette. Dès lors, les sommes, les moyens que vous utilisez dans l'entreprise pour payer cette dette, eh bien, ils proviennent de vos bénéfices taxables. Idem lorsque un entrepreneur investit dans une immobilisation. Investir dans une immobilisation, ça ne donne pas lieu à un mouvement du compte de résultat. Les bénéfices qui sont utilisés par l'entrepreneur pour cet investissement sont des bénéfices taxables. Alors, effectivement, hein, ultérieurement, il y aura des amortissements sur l'immobilisation et ça, c'est une dépense déductible. Mais il n'en demeure pas moins que les moyens qui proviennent de ces bénéfices pour être investis dans les immobilisations, ce sont des bénéfices taxables. Dernière hypothèse, les réserves et les provisions. Donc les réserves d'une entreprise, pensez en compta, les réserves, ça vient d'où? Ça vient des bénéfices taxables qui sont transférés en réserve. Quand vous transférez une partie de vos bénéfices en réserve, le montant de vos bénéfices, il ne change pas. Donc, ce qui figure dans les réserves d'une entreprise, ça provient de bénéfices taxés. Les provisions, on verra ça de manière beaucoup plus détaillée à l'ISOC. Retenez à ce stade que les provisions, les sommes qui sont provisionnées dans une compta, c'est en principe taxable. Mais il y a des exceptions. Vous retrouvez dans les bénéfices des entreprises les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation. Par exemple, en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des bénéfices d'entreprise. Exemple d'actualité, hein, le restaurateur, c'est une entreprise en personne physique. Pour l'instant, les restaurants sont fermés, décision du gouvernement, et les restaurateurs qui décident de ne pas faire des plats emportés et de fermer effectivement leurs portes, peuvent avoir une indemnité versée par la région de Bruxelles-Capitale de 4 000 €. Cette indemnité, si elle est perçue, eh bien, c'est un bénéfice taxable dans le chef de l'entreprise. Hein, ça remplace un bénéfice. Autre exemple, une indemnité obtenue suite à la rupture d'un bail commercial. C'est une rentrée pour l'entreprise, une rentrée qui fait partie de ses bénéfices taxables. Voilà, je n'en dis pas plus pour ces indemnités qui remplacent des bénéfices et qui sont taxées comme en tout cas qui sont assimilées à des bénéfices. Parfois, certaines de ces indemnités bénéficient de taux d'imposition avantageux pour tenir compte du fait qu'on est en présence d'un revenu de remplacement. Et donc, on ne veut pas massacrer le contribuable au tarif habituel et on lui propose
un tarif, enfin on lui propose, la loi prévoit un taux distinct, plus avantageux pour frapper cette hypothèse. Je ne rentre pas plus dans les détails. L'article 26 intègre dans les bénéfices des entreprises les avantages anormaux ou bénévoles attribués par une entreprise. Prenons un cas d'application simple. Voilà une entreprise A qui achète des marchandises à une entreprise B. Ces marchandises ont une valeur de 100. Pourtant, A les achète pour un prix de 200. Ce faisant, A attribue un avantage à B, à concurrence de 100. Hein, les 100 surévalués, si vous voulez. En attribuant cet avantage, A transfère des bénéfices taxables à B. Pourquoi? Parce qu'en payant trop cher des marchandises, 200 pour des marchandises qui valent 100, A va déduire la valeur d'achat de 200, ce qui va avoir un effet négatif sur ses bénéfices. C'est exagéré à concurrence de 100. OK? Donc, moins de bénéfices dans le chef de A si elle attribue un avantage à B. Voyons les composantes de cette notion d'avantage anormal et bénévole, donc article 26. Je passe les deux précisions que vous avez en début d'article. Lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Donc, première condition, il faut être en présence d'un avantage, et cet avantage doit être anormal ou bénévole. Anormal, c'est quoi? C'est en décalage par rapport aux circonstances économiques du moment. C'est anormal si c'est contraire à l'ordre habituel des choses, aux règles et aux usages commerciaux établis. C'est anormal si ça diffère, si les conditions de l'opération diffèrent des conditions qui seraient appliquées entre deux entreprises indépendantes sur le marché. Donc, définition du terme anormal, bénévole, sans contrepartie. Je fais un cadeau et je n'attends rien en retour. Rien en retour et je n'exécute pas une obligation qui m'incombe. Lorsqu'il y a un avantage anormal ou bénévole qui est consenti par une entreprise belge, le montant de cet avantage va pouvoir être réintégré dans les bénéfices de l'entreprise qui les attribue. Hein, donc, dans mon exemple, l'entreprise A qui a payé 200 pour des marchandises qui valent 100, elle a attribué un avantage de 100. À supposer qu'il soit anormal ou bénévole, eh bien, l'administration pourra réintégrer 100 dans les bénéfices
de l'entreprise A. Troisième condition, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Donc, il n'y aura pas de taxation d'un avantage anormal et bénévole dans le chef de l'entreprise qui l'attribue si l'avantage a été taxé dans le chef du bénéficiaire de l'avantage. Si on reprend mon exemple, A achète à B 200 des marchandises qui valent 100. B va recevoir 200 et va être taxé sur 200. 200, ce sera le bénéfice réalisé sur l'opération pour B. Alors, dans mon cas, vu qu'il y a taxation du bénéficiaire, il n'y aura pas de taxation d'un avantage anormal et ou bénévole dans le chef de A. Retenez à ce stade que lorsqu'il y aura attribution d'un avantage anormal et bénévole entre deux entreprises belges, eh bien, le bénéficiaire va toujours être taxé sur l'avantage en question. Et dès lors, ça fera échec à l'application de l'article 26. Alors vous me direz, mais alors, à quoi ça sert l'article 26? Quand est-ce qu'on peut l'appliquer? C'est ce que nous allons voir au slide suivant, dans les slides suivants. Différentes hypothèses d'attribution d'avantages anormaux et bénévoles. L'achat de marchandises à prix trop élevé, on l'a déjà évoqué. Si une entreprise vend à prix trop bas, eh bien, elle renonce à un bénéfice et elle attribue un avantage anormal et bénévole. Si elle octroie un prêt sans intérêt, là encore, elle renonce à un bénéfice, elle octroie un avantage anormal et bénévole. Alors, dans ces deux derniers cas, si on doit se poser la question de savoir est-ce qu'il va avoir taxation d'un avantage anormal et bénévole, pour cela, on a vu qu'il faut une absence de taxation dans le chef du bénéficiaire. Si le bénéficiaire est une entreprise belge, eh bien, il va avoir taxation dans le chef du bénéficiaire et dès lors, pas de taxation de l'avantage anormal et bénévole par l'entreprise qui attribue. Si, dans l'hypothèse d'une vente à prix trop bas, je suis l'acheteur et j'ai acheté trop bas de la marchandise, ok, j'ai bénéficié d'un avantage, mais cet avantage va être taxé dans mon chef, du moins indirectement. Si j'achète 100 une marchandise qui vaut 200, ce que je vais déduire fiscalement, c'est 100 et pas 200. De cette manière, je déduis 100 pour quelque chose qui vaut 200, je perds la possibilité de déduire une valeur de 200, je déduis simplement mon coût d'acquisition à 100, et dès lors, il y a une taxation indirecte dans mon chef de l'avantage en question. Ok, idem, si je me vois octroyer un prêt sans intérêt, eh bien, je perds la possibilité de déduire les intérêts que j'aurais dû payer dans des conditions normales. Et la perte de cette charge, eh bien, c'est une taxation indirecte et ça fait échec à l'application d'un avantage anormal et bénévole dans le chef de l'entreprise qui attribue. Prenons un autre exemple tiré du livre que j'ai sous les yeux, qui est le manuel d'impôt des personnes physiques. À l'échéance d'un contrat de leasing,
vous avez Luc qui est titulaire d'une option d'achat sur un véhicule qui est précédemment affecté à l'exercice de son activité professionnelle. Il décide de ne pas lever l'option et il la cède, il la donne sans contrepartie à, et vous avez deux sous-hypothèses. Première sous-hypothèse, à son employée Marguerite. Deuxième hypothèse, à une amie de la famille de Marguerite. Donc, analyse. Est-ce qu'on est en présence d'un avantage anormal et bénévole? Réponse affirmative. L'avantage ici, il est bénévole, il est sans contrepartie. Et l'avantage, c'est je cède la valeur du droit d'exercer l'option pour acheter un véhicule que j'ai partiellement financé via mon contrat de leasing. Je renonce à cet avantage et je le cède sans contrepartie à quelqu'un. On a toutes les composantes de la notion d'avantage et ici il est bénévole. Bien. Est-ce qu'il est attribué par une entreprise? Luc, qui par hypothèse est un entrepreneur qui perçoit des bénéfices d'entreprise. Troisième condition, pour qu'il y ait taxation, il faut qu'il y ait une absence de taxation du bénéficiaire. Alors ici, il va falloir distinguer les deux sous-hypothèses. Si le droit d'exercer l'option est cédé à une salariée de l'entreprise, cette salariée va être taxée sur un avantage de toute nature, une partie de sa rémunération de travailleur salarié. Je renvoie à l'étude de cette matière dans la leçon précédente. Donc, si le bénéficiaire Marguerite est taxé sur un ATN, eh bien, le bénéficiaire est taxé et il n'y a pas de taxation d'un avantage anormal et bénévole dans le chef de Luc qui attribue l'avantage. L'avantage n'est pas réincorporé dans les bénéfices de Luc. Par contre, si le bénéficiaire est une amie de la famille de Marguerite, l'amie de la famille de Marguerite, elle n'a aucun lien avec l'entreprise et on ne saurait pas taxer, il n'existe pas une base légale pour taxer le bénéficiaire sur l'avantage en question. Dès lors, dans ce cas, il va y avoir taxation dans le chef de Luc, l'entreprise qui attribue l'avantage. Ici, donc par rapport à ce dernier exercice, il y a une manière de procéder pour analyser les conséquences fiscales d'un problème qui vous est soumis. Et cette manière de procéder, il faut l'adopter dans chaque cas, c'est de dire quels sont les acteurs en présence, qu'est-ce qu'ils font, quelle est l'opération, et vous analysez les conséquences fiscales de l'opération dans le chef des deux protagonistes de ma question. D'abord ici, Luc l'entreprise. Est-ce qu'il attribue un avantage anormal et bénévole? Oui, non. Et est-ce que cet avantage va être taxé dans son chef? Oui, non. Dans le chef du bénéficiaire, vous analysez les conséquences fiscales de l'opération. Est-ce que cette opération va déboucher sur une taxation? Oui, si l'attribution de l'avantage trouve sa source dans un contrat de travail, dans une relation de travail, en quel cas le bénéficiaire va être taxé sur un ATN. Si l'attribution de l'avantage ne trouve pas sa source dans ce type de contexte et qu'on ne sait pas taxer le revenu en question dans le chef du bénéficiaire, alors vous allez avoir une taxation dans le chef de Luc. Donc, voilà, quand vous analysez, distinguez bien les deux protagonistes et faites votre analyse personne par personne et ne mélangez pas tout comme ça peut arriver lors des évaluations.
Quid si l'avantage est consenti à une société belge, pas taxable dans le chef de l'entreprise qui accorde l'avantage, ainsi que nous l'avons vu, hein, vous avez une condition d'application de l'article 26 qui n'est pas remplie. Mais attention, dans le chef de la société ou l'entreprise qui reçoit l'avantage anormal et bénévole, il y a, c'est important de le dire à ce stade, donc ici je suis dans l'analyse des conséquences fiscales de l'opération dans le chef du bénéficiaire, 26 c'est la personne qui attribue, le bénéficiaire ça va être 79, hein, on se pose la question de savoir s'il est taxé sur l'avantage ou pas. Il y a une règle particulière qui figure à l'article 79 et qui vous dit que si le bénéficiaire est en perte, il ne va pas pouvoir imputer ses pertes sur la partie de son bénéfice qui provient de l'avantage anormal et bénévole. Donc, le bénéficiaire, il réalise un bénéfice sur l'opération attribution d'un avantage anormal et bénévole. Sur ce bénéfice, s'il est en perte, il ne pourra pas imputer ses pertes. Et dès lors, il va être taxé toujours sur le montant de l'avantage anormal et bénévole, et ce, même s'il a des pertes. Ok? Donc l'idée derrière cette disposition, c'est d'éviter que des avantages anormaux et bénévoles soient attribués à des bénéficiaires qui sont en perte. Pourquoi? Eh bien parce que s'il y a cette attribution à ce bénéficiaire en perte, le bénéficiaire en perte, il impute ses pertes sur le bénéfice lié à l'attribution de l'avantage anormal et bénévole. Et dès lors, certes, il a perdu ses pertes, mais il n'y a pas d'impôt payé dans le chef du bénéficiaire. Donc, article 79 prévoit dans cette hypothèse que le bénéficiaire est taxable sur le montant de l'ATN, de l'avantage anormal et bénévole, pardon, si il est en perte. L'imputation des pertes sur ce bénéfice ne sera pas autorisée. Donc, vous avez un corpus de règles, article 26, article 79, qui vise à taxer les attributions d'avantages anormaux et bénévoles. 26, c'est dans le chef de celui qui attribue l'avantage. 79, c'est dans le chef de celui qui bénéficie de l'avantage. Alors, 79, c'est une disposition en matière de bénéfice des entreprises, hein, donc ça va s'appliquer à un bénéficiaire entreprise. Vous avez à l'article 207 l'équivalent de l'article 79, mais à l'impôt des sociétés. Donc, un bénéficiaire qui serait une société ne va pas pouvoir imputer ses pertes sur la partie du bénéfice qui provient de l'avantage anormal et bénévole. Et pour réfléchir à une application concrète, prenez le cas de l'achat de marchandises à prix trop élevé. Le vendeur qui se voit attribuer le prix trop élevé, eh bien, sur la partie anormale ou bénévole de l'avantage, il ne peut pas imputer ses pertes.
L'article 26, c'est une disposition anti-abus qui vise à réprimer l'évasion fiscale, essentiellement internationale. On a vu que attribuer un avantage anormal et bénévole, ça consiste à transférer ses bénéfices vers un bénéficiaire. Donc, celui qui attribue paye moins d'impôts. Le bénéficiaire, lorsqu'il est taxé sur le montant de l'avantage, ça fait échec à la taxation d'un avantage anormal et bénévole dans le chef de celui qui attribue. Quand est-ce que le bénéficiaire ne va pas être taxé? Quand le bénéficiaire est situé à l'étranger. Il ne va pas être taxé en Belgique. Il va être taxé à l'étranger, quoique le contribuable serait bien inspiré d'attribuer l'avantage anormal et bénévole à un bénéficiaire basé à l'étranger, mais dans un État où il ne va pas payer d'impôts ou très peu d'impôts. De cette manière, il y aura un transfert de bénéfices taxables depuis la Belgique vers un État où est situé le bénéficiaire et où il n'y a pas de taxation. Ce mécanisme est utilisé par les groupes multinationaux de sociétés. Dans leurs opérations intragroupes, les entités de ce groupe multinational peuvent déterminer des conditions qui ne reflètent pas les conditions du marché, cela aux fins de transférer des bénéfices vers des juridictions, des bénéficiaires qui se trouvent dans des pays où il n'y a pas de taxation, où il y a moins de taxation. Dès lors, au niveau du groupe, on réalise des économies d'impôts. C'est ça la pratique d'évasion fiscale internationale. Et l'article 26, c'est l'outil juridique, la disposition anti-abus dont dispose l'administration pour dire non, je lutte contre ce mécanisme d'évasion fiscale internationale et je réintègre les bénéfices attribués aux bénéficiaires via l'avantage anormaux et bénévoles. C'est pourquoi, dans l'alinéa 2 de l'article 26, on vous dit, nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, nonobstant la question de la taxation du bénéficiaire, vos avantages anormaux et bénévoles vont être ajoutés aux bénéfices lorsqu'ils sont accordés à, vous avez trois hypothèses, et ces trois hypothèses de contribuables visés à l'article 227. C'est quoi les contribuables visés à l'article 227? Ce sont des contribuables non résidents. Quand le contribuable est résident, généralement, il y a taxation et pas d'application de l'article 26. Quand on est dans une hypothèse internationale et que le bénéficiaire est un non-résident, là, il va y avoir taxation de l'avantage anormal et bénévole parce que la règle le prévoit. Alors, quels sont ces bénéficiaires non résidents, contribuables visés à l'article 227, à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance? Hypothèse 2. Contribuable non résident qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi, n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise établie en Belgique. Et troisième hypothèse, un contribuable non résident qui est le bénéficiaire, qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visé au 1 ou au 2. Alors, à travers ces trois hypothèses de bénéficiaires, vous avez chaque fois un non-résident et vous avez
chaque fois l'idée d'un soit des liens d'interdépendance parce qu'on est au sein d'un même groupe de société. Hein, l'idée, quand on va faire des cadeaux fiscaux à un bénéficiaire, on ne va pas faire ça à un bénéficiaire totalement étranger. On va faire ça en faveur de quelqu'un qui a des liens d'interdépendance avec nous et une seule et même autorité réfléchit à l'opération et la valide, comme un groupe de société. Ici, c'est plus large, les liens directs ou indirects d'interdépendance. Premier cas. Deuxième cas, vous avez l'hypothèse d'un paradis fiscal, un bénéficiaire qui est établi dans une juridiction où il n'y a pas d'impôt, où il paye moins d'impôts que l'impôt qui s'appliquerait en Belgique. Donc, l'article 26 sert essentiellement dans le cadre des relations internationales pour les groupes de sociétés. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans un contexte belgo-belge, il y a échec à la taxation de par la taxation du bénéficiaire de l'avantage. Alors, cette tâche qui consiste à appliquer l'article 26, à identifier les avantages anormaux et bénévoles dans des opérations intra-groupes, on appelle ça la détermination des prix de transfert. Hein, le prix de transfert, c'est la problématique du prix de transfert, c'est déterminer quelle est la juste valeur, hein, la valeur à des conditions de pleine concurrence d'une opération entre des entreprises indépendantes. Et si on s'écarte de cette juste valeur, eh bien, on peut y voir un avantage anormal et bénévole et le cas échéant, le taxer dans le chef de l'entreprise belge. Donc on appelle ça la problématique des prix de transfert. Vous avez des cellules spécialisées au sein de l'administration fiscale, au sein aussi des Big Four, où on travaille dans l'autre sens, pour éviter la taxation d'avantages anormaux et bénévoles pour justifier la taxation de ces avantages anormaux et bénévoles. Donc on travaille dans les Big Four ou à l'administration. Voilà, il s'agit d'une question très importante en matière de fiscalité internationale. Donc les transferts de bénéfices au niveau international au sein des groupes et la taxation éventuelle de ces opérations par le biais d'un avantage anormal et bénévole. Étudions maintenant les plus-values professionnelles. Vous verrez que le slide est plus complet que ce que je raconte. Fiez-vous à ce que je raconte et au fil conducteur de mon exposé. Je laisse certains points sur le côté, mais c'est pour la bonne compréhension. Et les points que je laisse sur le côté, vous voyez qu'ils existent, mais on ne s'y intéresse pas. La plus-value, les plus-values, il ne s'agit pas d'une catégorie de revenus professionnels à part entière, mais c'est bien une composante de certains revenus professionnels. Un titulaire de profession libérale qui génère des profits et une entreprise qui génère des bénéfices, dans le cours de leur activité, vont être amenés à réaliser des plus-values. Si ces plus-values sont taxables, elles vont être taxables en fonction de l'hypothèse au titre de profit ou au titre de bénéfice. En ce qui concerne les plus-values taxées, je ne vise pas ici les exonérations. Les plus-values qui vont faire l'objet d'une taxation sont les plus-values réalisées, donc qui font suite à une opération de vente. On vend un actif, on vend un bien, on réalise une plus-value à cette occasion. Cette plus-value va être, le cas échéant, taxable. On va distinguer les plus-values ordinaires des plus-values forcées.
Les plus-values forcées, c'est celles qu'on est contraint de réaliser dans certaines circonstances. Les plus-values ordinaires, elles sont volontaires. C'est la volonté du contribuable de les réaliser. On verra ce qu'il en est plus tard. On va distinguer le type de plus-value en fonction du type d'actif sur lequel est réalisée la plus-value. Vous avez les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les financières. Alors, voici un tableau récapitulatif avec bon nombre d'hypothèses de plus-value réalisée potentielle. Prenons un exemple de plus-value sur immobilisation corporelle. Je suis indépendant, entreprise, personne physique, et est affecté à mon activité professionnelle un véhicule que j'ai acheté 10 000 € et que j'ai totalement amorti dans ma compta. Il vaut 0 après 5 ans. Je décide de le revendre et je le revends 2 000. Sur l'opération, je réalise une plus-value de 2 000. Il valait 0 dans ma compta. Je l'ai revendu 2 000. C'est de 2 000 qu'il s'agit. Je l'ai ici cédé de manière volontaire. J'ai décidé de vendre mon bien et j'ai cédé mon bien après plus de 5 ans d'affectation professionnelle de ce bien. Dès lors, vous voyez le tableau à entrée, immobilisation corporelle, vous avez une cession volontaire, plus de 5 ans. Ma plus-value va être taxée à un taux distinct de 16,5%. Donc ça ne va pas être le taux globalisé. Ça aurait été le cas si j'avais cédé le bien de manière volontaire moins de 5 ans après l'acquisition. Là, c'est globalisé parmi les autres bénéfices. Vous avez encore l'hypothèse de la taxation étalée qui s'applique pour la cession volontaire de plus de 5 ans. Taxation étalée, c'est un régime particulier qu'on va voir au slide suivant. Donc, dans mon cas, vente d'un véhicule totalement amorti, c'est une cession volontaire qui est survenue plus de 5 ans. Voyons l'hypothèse d'une cession forcée. Prenons le même véhicule et avec ce véhicule, je fais un accident et le véhicule est en perte totale. Je suis assuré et ma compagnie d'assurance va m'indemniser à concurrence de la valeur résiduelle de ce véhicule. La somme que je perçois au titre d'indemnité, reprenons les mêmes chiffres, il vaut 0 dans ma compta, je perçois 2 000, je réalise une plus-value forcée de 2 000. Plus de 5 ans, moins de 5 ans, et vous avez les mêmes régimes d'imposition qui s'appliquent. Alors, autre hypothèse de plus-value forcée, c'est celle qui survient suite à une expropriation. Donc, l'autorité publique décide de racheter votre bien parce que il est réquisitionné, le terrain est réquisitionné pour effectuer des travaux publics. Vous percevez une somme, ça débouche le cas échéant sur la taxation d'une plus-value et vous avez les différents régimes dans le tableau. Donc, ça, c'est pour les immobilisations corporelles. Immobilisation incorporelle, imaginez le même cas de figure, mais pour
une immobilisation incorporelle, un brevet ou une marque dont le contribuable serait propriétaire dans le cadre de son activité professionnelle. Troisième hypothèse, les immobilisations financières, actions ou parts, et là encore détenues et affectées à l'activité professionnelle de l'entrepreneur. Alors, en pratique, ça va être rarement le cas. Qu'est-ce qu'on peut voir comme hypothèse? Un contribuable personne physique qui a pour activité professionnelle une activité de trader. Il fait des opérations constamment, de manière régulière et liée entre elles, sur des instruments financiers. Il détient certaines de ses participations au titre d'immobilisation financière et là, c'est affecté à son activité professionnelle. En dehors de cela, je vois en pratique peu d'hypothèses où des actions vont être affectées à l'activité professionnelle de l'entrepreneur. Ce sera des actions, des immobilisations financières, la plupart du temps, qui vont être non affectées à l'activité professionnelle. Le boucher qui, avec le produit de son activité, investit dans des actions, eh bien là, c'est à titre privé qui détient ces actions et on n'est pas dans le régime d'une taxation d'une plus-value professionnelle sur ces actions. Quand bien même elles ont été financées avec les bénéfices de son activité, il faut bien financer ces acquisitions. Mais donc, voilà, ici on viserait l'hypothèse d'immobilisation financière affectée à l'activité professionnelle du contribuable. À part le trader personne physique, et encore en pratique, ce trader serait plutôt inspiré de créer une société d'investissement. Voilà, je ne vois pas trop d'autres hypothèses où des immobilisations financières font l'objet d'une taxation, mais vous avez pourtant un régime qui est prévu. Article 43, la notion de plus-value, je le mentionne simplement, différence entre le prix de vente et le prix d'achat diminué des amortissements et réduction de valeur. Et par rapport au régime de taxation, donc, soit une taxation au taux global, soit une taxation distincte, comme nous avons vu les 16,5%. Alors, la taxation au taux global va s'appliquer aux immobilisations corporelles, incorporelles et financières détenues depuis moins de 5 ans pour l'activité professionnelle, renvoie au tableau. Et autre hypothèse que j'ajoute à ce stade, lorsque vous avez une plus-value réalisée sur les marchandises ou un stock de matières premières, là vous avez une taxation au taux global. Et cette hypothèse n'est pas reprise dans mon tableau qui visait uniquement la taxation des immobilisations. Je ne vise pas l'hypothèse des actifs financiers. Donc, troisième régime de taxation après la taxation au taux global, après la taxation au taux distinct, c'est la taxation étalée de la plus-value en cas de remploi, qui est visée à l'article 47 et que vous retrouvez dans le tableau qu'on a déjà commenté. Ça vise l'hypothèse d'un contribuable qui va réaliser une plus-value sur une immobilisation. Il va prendre le produit de la vente et le réinvestir dans l'acquisition d'une nouvelle immobilisation. La plus-value sur la première opération va être exonérée temporairement, elle va être taxée ultérieurement au fur et à mesure des amortissements pratiqués sur le bien acquis en remploi. Le bien acquis en remploi, c'est le bien dans lequel le produit de la vente est réinvesti.
taxation de la plus-value à l'occasion et au fur et à mesure des amortissements pratiqués sur le bien acquis en remploi. Vous avez un exemple sur le slide. Imaginez donc un bien qui a une valeur comptable d'1,5 million. Il est vendu 2 millions. Il y a une plus-value de 500 000 qui est réalisée. Le produit de la vente, 2 millions, est réinvesti dans une autre immobilisation. Cette autre immobilisation fait l'objet d'amortissement sur 5 ans. Eh bien, sur 5 ans, on va procéder à une taxation étalée de la plus-value qui a été réalisée initialement. Donc la plus-value de 500 000, elle va être taxée à concurrence de 100 000 en fonction des amortissements pratiqués sur le bien acquis en remploi. Alors, notez que le fait d'amortir le bien acquis en remploi et le fait de taxer la plus-value, ce sont deux choses différentes, mais qui vont se produire de manière concomitante, qui vont se produire en même temps. Donc, le contribuable en question, il va pratiquer ses amortissements sur le bien acquis en remploi, donc il va déduire des annuités d'amortissement, et ça c'est une charge déductible. À côté de cela, il va avoir le régime de taxation de la plus-value, et une partie de la plus-value sera soumise à taxation au même moment. Et donc, l'effet, si vous voulez, c'est que la taxation de la plus-value vient en compensation de l'amortissement. Mais les deux techniques sont là. D'une part, il amortit et d'autre part, il déclare la plus-value réalisée dans le passé et ça débouche sur une taxation. Donc, il y a des moins au bénéfice imposable, l'amortissement, il y a des plus, la plus-value taxée. Il y a toute une série de conditions pour le respect de ce régime, article 47. Elles sont citées sur le slide, la disposition est aussi très longue, notamment quant au timing pour le réinvestissement. Voilà, je vous renvoie à la disposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme, et c'est un mécanisme qu'on reverra à l'ISOC parce que cette technique de taxation étalée des plus-values, elle est également applicable à l'ISOC. Plus-value de cessation, on ne voit pas. Les pensions, on ne rentre absolument pas dans les détails. Donc, sachez que les pensions, c'est une catégorie de revenus professionnels, ici un revenu de remplacement. Et parmi les pensions, il y a les pensions de différents piliers. Je n'évoque que le premier pilier. Le premier pilier, c'est la pension légale. Cette pension fait l'objet d'une taxation au taux progressif. Mais pour tenir compte du fait que cette pension est un revenu de remplacement, le contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt pour revenu de remplacement. Il bénéficie d'une réduction d'impôt pour sa pension. Et il en résulte une diminution de la taxation. S'il n'y avait pas cette réduction d'impôt, alors les pensions seraient taxées de la même manière que des bénéfices d'entreprise ou des rémunérations au même taux globalisé. Et on a voulu adoucir le régime de taxation en proposant une réduction d'impôt. Voilà ce que je voulais dire au sujet des pensions. Je vous renvoie à des cours spécialisés où n'hésitez pas à me poser toutes les questions utiles. Mais la matière, ça s'arrête aux pensions légales.
Voyons maintenant les exonérations et les immunisations en matière de revenus professionnels. L'idée n'est pas de voir tout dans les détails, l'idée est de rebondir sur quelques points qu'on a vus en amont dans l'étude des revenus professionnels. Alors, la base légale, c'est l'article 38. Vous retrouvez dans cette disposition, premier exemple, les remboursements des frais de déplacement que paye l'employeur à ses travailleurs, qui, à concurrence d'un certain montant, vont être exonérés, montant de l'ordre de 400 € par an. Deuxième hypothèse, visée au point 11, les avantages sociaux. Donc dans les ATN, chapitre sur les rémunérations, les avantages de toute nature, les avantages sociaux. Donc ce sont une sorte d'ATN qui ne sont pas déductibles dans le chef de l'employeur et pas taxables dans le chef du travailleur. On a vu l'exemple des chèques repas, on a vu l'exemple des assurances hospitalisation. C'est ici qu'on les retrouve et la base légale de l'exonération, c'est l'article 38. Vous avez un autre cas, assez tendance. Les employeurs peuvent décider d'attribuer à leurs travailleurs des avantages non récurrents liés aux résultats. C'est une espèce de bonus, bien que ça ne s'appelle pas comme ça, que les employeurs vont pouvoir verser à leurs travailleurs, et ces avantages sont non taxables à concurrence d'un montant maximum de l'ordre de 3 000 € par an. C'est utilisé comme incentive pour attirer des travailleurs au sein des entreprises. Dernière hypothèse que je veux voir avec vous, la part patronale de la prime d'assurance groupe. Donc lorsqu'un employeur décide d'investir dans une assurance groupe au profit de ses travailleurs pour leur donner un complément de pension le jour où ils prennent leur pension, eh bien les sommes qui sont versées, investies dans ces capitaux sont exonérées au moment où elles sont investies. Alors imaginez, voilà un employeur qui dispose de 100 000 € de budget pour rémunérer un travailleur. Sans optimisation, on peut décider d'attribuer 100 000 € de rémunération au travailleur en question et il sera taxé sur un montant de 100 000 € au taux marginal, au taux progressif le plus élevé, ce qui va déboucher sur un impôt important. Si, en réfléchissant un peu, on décide, plutôt que d'attribuer 100 000 € à ce travailleur, de lui attribuer 70 000 € et de prendre les 30 000 € qui restent et de les investir dans un contrat d'assurance pension extra-légale. Dans ce cas-là, le contribuable va percevoir 70 000 €, il va être taxé sur 70 000 €, les 30 000, il ne va pas être taxé là-dessus. Ils ont été investis dans le capital pension et ils seront perçus ultérieurement. Donc vous avez, je dirais, un système de rémunération qui conduit à une diminution importante de l'impôt dans ce cas-là. Le travailleur va être taxé sur 70 000 là où il était taxé sur 100 000 avant. Et alors, les 30 000 investis dans le capital, dans la pension extra-légale, vont être perçus lors de la pension du contribuable. Il y aura une taxation à ce moment-là, mais ce sera une taxation au taux distinct à un taux très modéré. Le taux minimum, c'est 10%. Il y a différentes hypothèses qu'on ne voit pas dans les détails, mais si c'est pris au bon moment et qu'on est dans la formule la plus avantageuse fiscalement, on se retrouve avec une taxation à 10% à la place d'une rémunération taxée au taux plein. Maintenant, économiquement, ce n'est pas la même chose de recevoir 30 000 € aujourd'hui ou d'avoir 30 000 € à sa pension. Mais vous avez, je dirais, une différence fiscale qui est telle qu'il faut réfléchir à l'opportunité. Alors, si on doit poursuivre la réflexion et élargir par rapport à ces intéressements des travailleurs, optimiser la rémunération, en recourant à des concepts qu'on connaît. Imaginez ce même budget de 100 000 €.
OK, on met 30 000 dans un capital d'assurance groupe et on réfléchit à l'attribution d'une voiture de société. On prend 10 000 dans le budget des 100 000 et on investit ça dans un véhicule de société. Ce véhicule de société, il va être taxé sous la forme d'un ATN, ATN qui se calcule selon la formule qu'on a vue, et donc valorisation forfaitaire qui n'a rien à voir avec le budget effectif. Avec les 10 000 euros investis, l'ATN taxable dans le chef du travailleur, ça ne va jamais être 10 000 euros. Hein, ça va être un montant nettement plus faible. Vous pouvez procéder à des simulations sur base du lien vers le calculateur BDO. Donc, avec le même budget, en réfléchissant à une allocation du budget dans différents postes de rémunération qui font, le cas échéant, l'objet de taxation avantageuse, eh bien, on arrive à réduire la charge fiscale pour le travailleur et à l'attirer. Donc, voilà comment, je dirais, on doit réfléchir à panacher le budget dont on dispose pour rémunérer un travailleur en vue de le taxer moins et en vue de rendre attractive sa rémunération. Ça, c'est un peu ce qu'on fait dans ce contexte. Les exonérations à caractère économique, c'est mentionné pour mémoire. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà qui clôture l'étude des revenus professionnels, du moins en partie, parce que dans la suite, nous allons voir les éléments que l'on peut déduire, donc les frais professionnels, visés à l'article 49. Et ça, c'est pour la suite.